économique. On va en parler avec nos invités. Bonjour Vera Ageyeva, j'espère que je prononce bien. Vous êtes professeur associé à la Haute École des études économiques en Russie à Sciences Po. Nous sommes également avec Niagale Bagayoko. Merci d'être avec nous sur ce plateau, docteur en sciences politiques et spécialiste des questions de sécurité en Afrique. Et puis Thibaut Fouillé, vous êtes chercheur à l'IFRIS et on reviendra avec vous sur le positionnement d'Emmanuel Macron à l'international. On va commencer d'ailleurs avec vous. Cette émission ce soir, bien évidemment, est importante parce que la position du chef de l'État est bien évidemment attendue. On l'a vu, il a parlé il y a 2 jours d'un tournant dans cette guerre. Que peut-on attendre justement d'Emmanuel Macron dans ce qu'il va dire justement dans le positionnement de la France ? Alors, on peut attendre certainement une continuité et une fermeté dans les propos, dans les condamnations. Le président Macron a fait preuve dans ses dernières déclarations de la fermeté des condamnations vis-à-vis des frappes russes sur les villes ukrainiennes et la volonté aussi de toujours développer les aides, alors françaises bien entendu, mais les livraisons d'armes et les aides européennes, parce que la réponse ne peut être que collective à ce niveau-là. On imagine qu'il va donner aussi des détails concernant cette aide militaire française. On parle bien évidemment d'un bouclier antimissile qui devrait voir le jour. C'est en tout cas ce que demande l'Ukraine et c'est là où aussi est attendu le chef de l'État. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'encore une fois, on est dans une réponse collective, puisque pour l'instant, les dernières livraisons en la matière sont sur des systèmes américains NASAMS qui doivent arriver, le système ISAR allemand qui est arrivé pour un premier élément et qui devrait arriver. Chaque pays doit apporter sa pierre à l'édifice dans ses capacités. Le président Macron va bien entendu certainement déclarer une continuité de ces livraisons d'armes. Après, ce sera bien entendu toujours en fonction des capacités de chacun, de la possibilité de chacun en termes de stock, de matériel, et c'est pour ça que la réponse doit être avant tout ce qu'elle est déjà, collective, européenne et avec aussi les Américains. On va voir justement en direct de l'ONU, siège de l'ONU à New York, sur les images, puisque l'Assemblée générale de l'ONU est réunie en urgence pour un vote sur les annexions. L'objectif, c'est de condamner l'annexion de ces territoires ukrainiens par la Russie. Ce scrutin pourrait dévoiler un isolement qui s'accroît pour Moscou. Est-ce que vous y croyez justement? À quoi va servir ce vote aujourd'hui à l'ONU? C'est toujours très important d'avoir des condamnations internationales et une reconnaissance internationale, même si elle n'est que partielle, même si elle n'aboutit pas à une condamnation juridique et à des rétorsions vis-à-vis de la Russie. C'est très important pour les Ukrainiens. Et d'ailleurs, cette arme de la communication, de la mobilisation de la communauté internationale, elle a été très bien utilisée dès les premiers jours, dès les premiers instants de l'invasion russe, parce que c'est important de montrer que l'Ukraine n'est pas isolée, que aussi il n'y a pas une lassitude, que malgré la continuité des mois de guerre, la communauté internationale, notamment occidentale, est soudée derrière. Et à chaque vote, c'est toujours important de voir chaque vote ou chaque prise de position, qui s'est déclaré pour, voir plus la communauté est large au fil du temps, plus le soutien à l'Ukraine est réel et plus l'isolement de la Russie se fait aussi. Donc c'est toujours important de voir si les lignes de fracture évoluent ou si elles persistent. Thibaut Fouillé, vous restez avec nous, on va vous retrouver dans quelques minutes. Je voudrais poser la même question justement à Vera Ageyeva. On vient de le voir, il va y avoir ce vote qui est important. Quels vont être les pays justement qui vont être scrutés? L'Iran, bien évidemment, mais aussi surtout la position de la Chine et de l'Inde, on imagine. Oui, depuis le début du conflit, il y avait des pays qui quand même essaient de jouer un rôle important dans les relations internationales, de se présenter comme des joueurs responsables aussi, qui ne sont pas opposés directement à l'invasion russe en Ukraine, mais c'était surtout les pays comme la Corée du Nord, aussi les Eritrea, etc. Mais les autres, par exemple comme la Chine et l'Inde, en fait, ils se sont abstenus. Ils se sont abstenus en mars 2022 et ça a déjà montré que la Russie n'a pas pu faire la scission dans la communauté internationale et montrer qu'il y a la moitié qui est pour la Russie et la moitié qui est contre. En fait, la majorité écrasante était contre cette invasion en mars 2022. Et ça a un effet moral et psychologique assez important d'un côté sur le régime de Poutine parce qu'il se trouve de plus en plus en isolation, mais aussi à mon avis, sur le déroulement de la guerre. Parce que les Ukrainiens se sentent plus soutenus, ils se sentent plus
En fait, ils se sont très importants pour la communauté internationale. La Russie a justement le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, mais justement, lorsque Vladimir Poutine voit ce genre de réunion qui est organisée, un conseil donc réuni d'urgence de l'Assemblée générale de l'ONU, est-ce que ça le fait vaciller un petit peu ou finalement il s'en moque totalement? C'est important pour lui. Bien sûr que l'Assemblée générale de l'ONU ainsi que le Conseil de sécurité, ça fait partie de son image internationale. Et depuis le début, ils essayaient de jouer quand même sur le fait que c'est pas tout le monde, c'est pas unanime, il n'y a pas d'unanimité entre tous les joueurs internationaux. Donc de voir pour lui que de plus en plus il y a des pays qui s'opposent à cette invasion, en plus avec la durée déjà de la guerre, avec toutes les victimes, avec tous les crimes de guerre, ça en effet, à mon avis, assez important sur aussi sa détermination de continuer cette guerre. Ce vote des pays va donc être important, d'où cette question à Niagale Bagayoko qui est sur notre plateau. Le vote également de l'Afrique va être scruté car on va le voir dans quelques minutes, l'influence russe en Afrique s'est considérablement renforcée. Absolument, et l'on voit que les États africains font monter la surenchère. Le premier vote qui a eu lieu à l'ONU pour condamner l'agression russe a montré en réalité deux types, voire trois types d'acteurs. Ceux qui, comme cela vient d'être indiqué, ont soutenu clairement la Russie. Un grand nombre se sont également abstenus, à peu près la moitié des États africains, et d'autres ont aussi décidé de ne pas se présenter tout simplement au vote. En réalité, l'Afrique apparaît divisée sur cette question avec un grand nombre d'États qui se positionnent non pas uniquement en fonction du conflit actuel, mais aussi en raison de leur lien historique avec la Russie. Par exemple, l'Afrique du Sud qui ne veut pas condamner la Russie en raison de soutien de la lutte de la Russie dans sa lutte contre l'apartheid. Au Mali, récemment, justement, la France a été éjectée par les putschistes. Les mercenaires russes du groupe Wagner sont à pied d'œuvre pour discréditer la France. Pourquoi cette stratégie? Quel est l'intérêt justement de Moscou? Alors initialement, à mon avis, Moscou a surtout vu une opportunité qu'il n'avait pas envisagée initialement. C'est-à-dire que, en effet, face à la dégradation de la situation sécuritaire et au rejet croissant par les autorités, mais aussi par une grande part de l'opinion publique de l'intervention militaire française, il a vu un moyen de s'insérer sur le théâtre malien. Aujourd'hui, aussi bien le Mali que d'autres États où la Russie est présente, comme la République centrafricaine, par exemple, considèrent qu'il y a une possibilité de élargir véritablement l'influence russe, non seulement par le biais d'accords, vous parlez de la présence de Wagner, mais aussi par le soutien à des mouvements de la société civile et par un activisme très fort sur les réseaux sociaux notamment. Thibaut Fouillet, vous êtes toujours avec nous. Cette présence, bien évidemment, russe pose aussi un problème vis-à-vis de la France et ce sentiment anti-français qui est poussé justement par Moscou et sur place, et notamment par Wagner, on le disait. Oui, tout à fait, ça a été parfaitement dit. Je ne veux pas me substituer à l'intervention précédente qui a tout à fait résumé le fait. On a au niveau stratégique un intérêt russe en Afrique qui n'est pas neuf, mais qui s'est renforcé ces dernières années et qui, comme tout positionnement géopolitique, se nourrit des opportunités. Les difficultés russes françaises avec l'opération Barkhane et particulièrement au Mali ont amené une opportunité pour la Russie, à moindre frais, de discréditer la France et d'essayer d'apparaître comme un acteur international autre que, si vous voulez, un palliatif aux Occidentaux et au modèle occidental, toujours dans ce discours très anti-Occident. Donc, ils ont très bien su saisir cette opportunité qui leur a été donnée. Et est-ce que ce n'est pas un moyen justement de faire un contre-feu pour éviter que tous ces projecteurs soient braqués uniquement sur la situation en Ukraine actuellement et finalement déstabiliser aussi les chancelleries dans leur position selon là où elles se trouvent? Oui, tout à fait, c'est très clair. C'est toujours, on est dans une logique. Vous avez des adversaires sur l'échiquier international qui essayent
développer, de maximiser leurs intérêts. Les Russes sont en Ukraine et ont des difficultés, sont pointés du doigt par la communauté internationale et un bon nombre de pays de la communauté internationale, en allumant des contre-feux, en disant tout simplement, regardez, nous, on apporte aussi des solutions face à certains qui vous avaient promis d'amener la paix et qui ne l'ont pas fait. En l'occurrence, par exemple, la France au Mali, si on prend l'opinion du gouvernement malien, c'est un moyen tout à fait d'allumer des contre-feux, d'essayer de montrer qu'un autre modèle est possible et d'essayer aussi de détourner l'attention des condamnations répétées qui sont faites à cause de l'invasion de l'Ukraine. Alors justement, dernier événement en date, c'est au Burkina Faso, on va le voir, qui détient le pouvoir à l'issue de ce coup d'État. Le chef de la junte en place a reconnu qu'il a démissionné le dimanche 2 octobre dernier. Les putschistes, eux, ont très vite ciblé la France, justement l'accusant de vouloir maintenir le pouvoir en place. Comme au Mali, l'ombre de la manipulation russe plane une nouvelle fois sur ce coup de force. On voit tout cela avec Nicolas Bertrand. Avec une barrière métallique, les assaillants tentent d'arracher le barbelé qui protège le mur d'enceinte de l'ambassade de France. Un homme brandit un drapeau russe quand soudain, des grenades lacrymogènes tirées depuis l'ambassade pour disperser la foule. En fin de matinée, ils étaient quelques centaines à vouloir envahir l'ambassade. À part la France! À part les Français! On répète, on ne veut plus de la France. On en est assez. Dans l'histoire, la France n'a jamais aidé le Burkina Faso. Il y a 2 jours, le capitaine Ibrahim Traoré, au centre de l'image, s'est emparé du pouvoir. Depuis ce coup d'État, les violences se sont multipliées contre la présence française au Burkina Faso. Il y a une incompréhension de l'action de la France qui est accusée de tout, donc des échecs face aux djihadistes, des fois d'aider les djihadistes si on écoute le pouvoir malien. Ça a un écho au niveau de la population. Cet après-midi, les putschistes ont voulu calmer le jeu. Nous vous invitons donc à vaquer librement à vos occupations et à vous départir de tout acte de violence contre l'ambassade de la France. Le ministère des Affaires étrangères recommande aux 4000 ressortissants français la plus grande vigilance et leur demande de rester chez eux. Thibaut Fouillet, est-ce qu'on peut s'attendre justement à d'autres coups d'État, d'autres déstabilisations, même si en Afrique de l'Ouest, les putschs sont devenus si fréquents qu'on se pose la question à chaque fois qu'il y a la manœuvre. Aujourd'hui, la Russie, forcément? Alors, pas forcément. Et puis, je pense que là, il ne faut pas non plus voir l'Afrique, et vos invités en parleront peut-être certainement mieux que moi, comme un tout monolithique. C'est pas parce que certains États sont sous influence russe plus ou moins directe ou plus ou moins officielle que toute l'Afrique va rentrer dans la même dynamique. Il y a aussi des influences chinoises, il y a des influences bien entendu occidentales, comme il y a pu avoir des influences françaises, parce que chaque État a des intérêts. Notre intervention, par exemple, le Serval en 2013, au Mali a permis de stabiliser un moment la situation. Donc voilà, il faut aussi faire attention à tous ces équilibres. Bien entendu, cette violence et ce sentiment anti-français favorise la Russie qui, elle, cherche à discréditer l'Occident dans son soutien à l'Ukraine, dans sa dénonciation et sa condamnation de la Russie depuis le 24 février. Donc tout ce qui peut la servir à délégitimer ses opposants géopolitiques, et en l'occurrence, là, le sentiment anti-français sera utilisé. Après, de là à faire une généralisation à l'Afrique, je ne m'y aventurerai pas. Niagalé Bagayoko, vous êtes d'accord? Effectivement, il ne faut pas généraliser. Oui, absolument d'accord. Non seulement il ne faut pas généraliser, et puis surtout, il faut se rendre compte que les États africains aussi ont des stratégies qui consistent aujourd'hui à multiplier le nombre de partenaires, y compris en ayant des coopérations à la fois avec les pays occidentaux et avec la Russie et avec la Turquie et avec la Chine. Par ailleurs, pour ce qui concerne les événements survenus au Burkina Faso, il est important de dire que c'est justement en manipulant le sentiment anti-français que l'on a eu cette attaque de l'ambassade. C'est-à-dire que les putschistes ont fait courir le bruit que la France abritait le chef de l'État actuel, ce qui était totalement faux et ce qu'ils ont démenti par la suite. Mais l'on voit
que l'activation du sentiment anti-français est devenue un moyen d'accéder ou de se maintenir au pouvoir, ce qui est très inquiétant. Alors, elle se fait sur place, bien évidemment, militairement, vous l'avez dit, avec le groupe Wagner, mais elle se joue également sur les réseaux sociaux et également sur, finalement, cette propagande russe. On va voir justement un extrait de cette propagande avec un dessin animé qui est diffusé sur place, que l'on peut voir sur Internet d'ailleurs, où l'ours russe est bien représenté en Afrique et il va défendre justement ces Africains. Regardez, on les commente juste après. Les hyènes étaient trop nombreuses. Alors le lion a rugi quand il était au bout de ses forces. L'ours, d'un pays lointain du nord, qui s'appelle la Russie, et s'est rendu sur le lieu et son ami. Ils ne pouvaient pas rester indifférents, parce qu'ils sont amis depuis très longtemps et doivent s'aider l'un l'autre. Voilà, avec donc cet ours russe qui vient défendre les intérêts en Afrique, Vera Ageyeva. Dans ce dessin animé, les hyènes, c'est la France ? C'est à mon avis tous les pays occidentaux ensemble, c'est l'Occident un peu en général, parce que pour Poutine c'est important de montrer que les Occidentaux quand ils viennent en Afrique, ils veulent juste s'en servir, extraire les ressources et utiliser l'Afrique pour ses besoins économiques. Et la Russie, elle est plutôt c'est un pays altruiste qui veut aider ceux qui sont attaqués, ceux qui sont plus faibles dans cette situation, ce qui est aussi apparemment assez faux, parce qu'on sait que le groupe de Wagner qui est sur place, qui est très lié avec le gouvernement russe, ils aussi, ils veulent beaucoup extraire des ressources de l'Afrique, l'or aussi, les diamants, etc., le pétrole, etc. Donc ça, c'est très fort comme propagande. Je trouve que ça marche bien en Afrique. Et surtout destiné aux enfants. C'est un dessin animé, ça peut rentrer dans les esprits. Niagale Bagayoko, est-ce que justement ces jeunes Africains qui voient cela, s'ils n'ont pas effectivement de distance par rapport à l'image, ils croient finalement ce qu'ils voient? Comme tout enfant, croit ce qu'il voit. Ce qui est très préoccupant, c'est cette habileté dans la guerre informationnelle. Parce que vous parlez du groupe Wagner, très sincèrement, sur le terrain, que ce soit au Mali ou en République centrafricaine, les résultats opérationnels sont loin d'être brillants. Là où il y a une vraie capacité très difficile à contrer pour les États occidentaux, c'est vraiment dans cette guerre informationnelle qui réactive des techniques de propagande de l'époque de la guerre froide qui luttaient déjà contre l'impérialisme occidental. Donc la Russie est capable d'utiliser des nouvelles technologies en s'appuyant sur les moyens qu'elle a d'ores et déjà mobilisés par le passé. Thibaut Fouillet, est-ce que l'on sait justement quelle est la puissance de feu de la Russie vis-à-vis de cette guerre hybride qui se joue sur le terrain des réseaux sociaux ? Elle est forcément efficace, puisqu'on en a une preuve ici, et puis elle n'est pas nouvelle, l'utilisation des réseaux sociaux, alors touche bien entendu le continent africain, touche aussi les autres continents, a touché les Européens. Dès le début de l'invasion, on a eu beaucoup de théories du complot, de justification de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec des mouvements de contestation, un impact très fort ou une tentative d'impact assez fort sur les populations civiles occidentales et européennes. Donc bien entendu, la Russie s'est fait maîtresse dans la maîtrise de ces réseaux sociaux, dans ces nouveaux outils de communication, et elle va les utiliser là où ça peut marcher, là où ça va fonctionner. Ça fonctionne très bien en Afrique, mais ça fonctionne très bien aussi ailleurs, et notamment en Europe également. On parle également d'une armée de cyber russes qui sont derrière, non seulement aussi là pour finalement infiltrer les réseaux sociaux et mettre des commentaires, ça existe et c'est vraiment le cas ? Alors, il y a des trolls, effectivement, mais il y a plutôt des trolls de chaque pays, donc maliens, centrafricains, qui sont payés manifestement par la Russie pour diffuser des messages. On le voit très clairement. Quand des films de propagande sont utilisés, on voit l'utilisation d'un vocabulaire qui est plus propre à ces pays qu'à celui employé par des Russes directement. Donc oui, mais il y a même, par exemple, des stratégies qui consistent à financer les concours de Miss Centrafrique.
Afrique, par exemple, pour séduire les populations. Donc il ne faudrait pas croire que ces stratégies pénètrent seulement les réseaux sociaux. Elles sont extrêmement larges. Le rôle de Russia TV ou de Sputnik, donc les médias d'État de la Russie, est extrêmement puissant sur le continent et ailleurs. Donc, qui sont interdits, on le rappelle, en Europe. Qui sont depuis la interdits guerre, en Europe, tout comme ce que répondent les Russes. La France a choisi d'interdire effectivement ces médias, mais le Mali, en réponse, a interdit France 24 et RFI sur son territoire, en les présentant, ce qui n'est évidemment pas le cas, comme des médias de propagande. Ce sont des médias de service public. Donc, la Russie et certains États qui lui sont alliés jouent sur toutes ces ambiguïtés avec une grande habileté. L'Afrique, qui a effectivement de nombreuses richesses, on pense aussi à l'uranium, qui est important dans ce contexte-là en ce moment. Comment justement la Chine voit tout cela? Les voisins, ils sont aussi en Afrique, ils laissent faire finalement Wagner, les réseaux sociaux et le Kremlin sur place, ou ils s'activent quand même en coulisses? Je pense qu'il y a deux aspects. D'abord, le fait que la Chine n'est absolument pas impliquée sur les questions de sécurité comme peuvent l'être des acteurs occidentaux ou comme peut l'être la Russie. La Chine est surtout présente sur le terrain économique. Elle s'abstient sur ces questions de sécurité. Mais ce qui est certain, c'est que la Chine aujourd'hui est un allié de la Russie dans le combat normatif contre les standards occidentaux en général, pas seulement français. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a une alliance de facto, mais qui ne se manifeste pas de manière claire sur le terrain, à mon avis. Vera Ageyeva, ce qui est certain, c'est que le pays de Vladimir Poutine assume finalement de plus en plus sa conquête du continent africain. Et en soi, c'est une certaine évolution de son approche, car avant, il flirtait plutôt avec la discrétion. Oui, on peut dire comme ça, même s'il y a des traditions soviétiques en fait d'influence sur le continent africain, donc c'est pas quelque chose de nouveau que Poutine invente. Mais à partir de à peu près 2012-2013, quand il a décidé de se mettre dans une offensive contre l'Occident, il a décidé d'agir, à mon avis, plus ouvertement et d'une manière plus ferme, notamment en Afrique, parce que l'Afrique, effectivement, souvent, ça fonctionne dans ce système comme un continent qui peut détourner l'attention de l'Occident et aussi qui va attirer plus des ressources que l'Occident devra appliquer sur ce continent pour ne pas le perdre, pour ne pas le laisser effectivement aux Russes et aux Chinois. Donc oui, depuis, je crois, 8 ans, la nature du régime de Poutine a changé et il est devenu plus agressif et inclus en Afrique. Thibaut Fouillet, le mot de la fin avec vous. Quelles sont les leçons que l'on peut tirer justement de cette présence de la Russie et de son emprise finalement sur le continent africain ? Eh bien, tout simplement et assez rapidement, on est bien dans des querelles géopolitiques qui s'affirment, qui, comme ça a été très bien dit, sont historiques, mais qui ont tendance à s'affirmer, et que, on va dire, la guerre en Ukraine apporte une nouvelle lumière parce qu'elle accélère les actions, elle dévoile plus directement les positions, parce que, eh bien, la Russie a intérêt à agir d'autant plus sur ce continent-là qu'elle est challengée, condamnée dans le cas de la guerre en Ukraine par la communauté internationale. Donc elle a intérêt à appuyer pour essayer de développer un sentiment anti-occidental dès qu'elle le peut. Dernière petite question, là, le Kremlin qui a indiqué s'attendre à ce que le président turc Erdogan fasse à Vladimir Poutine une proposition concrète de médiation sur le conflit en Ukraine. Les deux hommes se voient donc demain. Vous y croyez à cette possibilité de médiation ? Alors, sans croire, et ce n'est que mon avis, un règlement du conflit immédiat, l'action turque a déjà prouvé son utilité, ne serait-ce qu'au début du conflit, quand elle a réussi à faire parler pour les couloirs humanitaires les Ukrainiens et les Russes. Elle a aussi permis indirectement de favoriser les exportations de céréales, même si on ne peut pas attendre une conclusion ou des avancées de la guerre ou une conclusion très nette. Toute tentative de médiation et de pourparler est toujours bonne à prendre. Merci en tout cas à tous les trois de nous avoir éclairé justement sur la situation et l'influence effectivement de la Russie en Afrique et plus globalement sur cette guerre en Ukraine.